Bienvenue dans Classé du Plus avec pour cette émission une spéciale Just Cause 2 avec des cascades dans tous les sens pour tous les plateaux. On a un budget monstrueux, on va tout claquer cette fois-ci. Mehdi, t'es prêt? Ouais, je suis chaud. J'ai pas de casque par contre. Non, t'as pas de casque, Rico, il a pas de casque. Ok. On récapitule juste vite fait la cascade. Donc, je trace. J'arrive au tremplin, je saute à l'envers. C'est ça. Et là, je déclenche le parachute. Ensuite, je m'accroche à l'hélico arrive dans 10 minutes environ. Ok. Tu t'accroches à l'hélico. Ok. Et ensuite, tu survoles Paris. Ok? Je suis un fou. Vas-y. C'est parti. Ouvre la porte, Thierry, ouvre la porte, Thierry. Bon, bah, nous revoilà dans la cave. Hein. C'était quand même pas mal le coup de la moto. Ouais, non, c'était pas con. C'est dommage qu'on n'ait pas eu de moto. Ouais, elle a pas été livrée à temps. Bon, on va lancer le sommaire maintenant. Ouais, carrément. Allez, le sommaire. On va commencer avec la critique de Metro 2033. Un reportage sur Nier, le prochain action RPG de Square Enix. On aura ensuite 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Le reportage sur Just Cause 2. Et bien sûr, la critique consacrée à Just Cause 2. Mais tout de suite, les news. Friends, hard-working souls, gather round, gather round. On commence ces news avec une petite vidéo sous forme de concours de saltrogne. Un bon western spaghetti se juge en effet à l'aune de ses sales gueules, et avec Red Dead Redemption, comme vous allez le voir, on peut dire qu'on est servi. Pour ceux qui ne suivent pas, le jeu est prévu sur PS3 et Xbox 360 le 21 mai prochain, après avoir été décalé de quelques semaines. This land was imagined by an angry god for an angry people. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Look at me! Scrambling around, half insane. I ain't washed in 6 months. Why don't I get to warm and tender embrace? I have finally solved the riddle that has tormented my mind these past 8 years. I'm a professor at Yale. I write books. I'm from Connecticut. I say we tar and feather him right now. I apologize if science is not your forte. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. We will smite the invaders from our skies. Killzone 2 était un excellent jeu. Certainement pas la killer app annoncée pour la PlayStation 3, mais un excellent jeu tout de même. Logique donc qu'un troisième volet soit déjà en préparation chez Guerrilla. C'est Jack Tretton, président de Sony Computer Entertainment America, qui a vendu la mèche lors d'une interview donnée au cours de la dernière GDC. On ne vous donnera pas de détails supplémentaires, mais on espère juste que le titre mettra moins de temps à être développé que son prédécesseur. Killzone 2 avait été montré en grande pompe à l'E3 2005 et n'était finalement sorti que 4 ans plus tard. Bon, règle-moi ça, je te le revaudrai, crois-moi. Dans la catégorie « Les jeux qui n'en finissent plus d'être repoussés », voici Mafia 2. Développé par les studios tchèques de Touquet, soit l'équipe déjà responsable de Mafia 1, la sortie de ce titre open world est désormais planifiée au 24 août aux US et 3 jours plus tard en Europe. Notre nouvel ami, Vito Scaletta. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito? Tu viens de déclencher une guerre. Pourquoi t'arrives si tard? C'est pas des vrais flics! Bosser à la chaîne, c'est bon pour les tocards. Tu l'as dit. This is Marla Bales, GC News, reporting from Temple Tower. Nous en avions parlé il y a quelques temps via un petit reportage interview et il fera l'objet d'une critique très prochainement. Dead to Rights Retribution est développé par Volatile Games, la division 18+, des studios Blitz Games, située en Angleterre. Suite de Dead to Rights issu des studios Namco, il reprend le personnage de Jack Slate, accompagné de son fidèle chien loup, Shadow.
Mais contrairement à Rex, le chien flic de la série allemande éponyme, grand amateur de Bratwurst, Shadow est un chien 18+, c'est-à-dire qu'il a tendance à mordre là où ça fait vraiment très mal. Fidèle à l'adage tel maître tel chien, Jack fait régner la loi de manière plutôt expéditive. Le système de combat alternant fight à main nue et finish move the gun n'est pas sans rappeler Chasse à l'homme, le premier film de John Woo à Hollywood, mais à l'envers. Là où Jean-Claude Van Damme shootait ses ennemis avant de les honorer d'un Mawe Shigeri aussi spectaculaire qu'inutile, Jack Slade fait l'inverse, ce qui est tout de même plus logique. Le studio semble d'ailleurs assez friand de films d'action, puisqu'on leur doit déjà l'adaptation de Reservoir Dogs en jeu vidéo. Passé Gold depuis peu, Dead to Rights Retribution débarquera le 23 avril prochain sur Xbox 360 et PlayStation 3. En attendant la critique, je vais essayer de convaincre Mehdi de tourner les plateaux avec un chien loup spécialisé dans le mâchouillage de coucougnettes, histoire d'être raccord avec le jeu et aussi réaliste et 18+ que possible. Bon, je tenais à préciser que tous les plateaux cascades, c'était pas mon idée. Oh, tu te laisses le bâtard! Oh. Bon, désolé pour cette interruption, mais vous avez désormais l'habitude, non ? En développement depuis maintenant quelques temps sous le nom de Vossworm, Morphix se dévoile enfin sous un nouveau jour. Distribué par 505 Games, édité par Buka Entertainment et développé par le studio de développement russe Targem Games, ce jeu d'action à la troisième personne propose un refrain connu. Des aliens attaquent, l'intro du jeu rappelle d'ailleurs la guerre des mondes de Spielberg, l'humanité tente de se défendre à l'aide de l'arme nucléaire et fait tout péter. Et ouais, c'est le risque aussi. Vous voilà donc dans un monde post-apocalyptique à la Gears of War, dévasté mais néanmoins contrôlé par les aliens. Certains principes du jeu rappellent le prototype d'Activision, le personnage central, apparemment contaminé ou victime d'expérimentation, ayant la capacité de faire évoluer son ADN pour développer des pouvoirs monstrueux. Ce titre proposera a priori une option de jeu en split screen. Les joueurs auront ainsi le loisir de lutter au sein de la résistance moscovite avec des armes ou en assimilant les caractéristiques de leurs victimes extraterrestres au prix de leur apparence humaine. Développé au départ pour le PC, Morphix sortira au final en exclusivité sur Xbox 360 le 20 mai prochain. Disponible au moment où vous verrez ces images, le pack Stimulus Call of Duty Modern Warfare 2 se destine dans un premier temps aux joueurs Xbox 360. Payant, ce contenu comprendra 5 cartes multijoueurs mêlant nouveaux terrains et quelques-unes des maps cultes du premier Modern Warfare. Son prix en revanche, 1200 points Microsoft, soit environ 15 €, est clairement excessif. All Points Bulletin, ou APB, s'est récemment dévoilé dans une vidéo making of. Toujours annoncé pour 2010 mais sans plus de précision, ce MMO édité par Electronic Arts proposera des mondes serveurs susceptibles d'accueillir 100 000 joueurs, avec jusqu'à 100 joueurs connectés en même temps dans un district donné. Les vidéos laissent clairement présager un titre assez proche dans son principe et sa réalisation d'un Saints Row 2, avec gang, course à la réputation et customisation à gogo. Mais les joueurs seront globalement scindés en deux grandes catégories, les gangs et les Enforcers, alias la police. On ne sait toujours pas si 50 Cent fera ou non un caméo dans le jeu. C'est l'occasion pour nous de conclure ces news avec le trailer de lancement de Splinter Cell Conviction, qui fera l'objet de toute notre attention dans 15 jours, dans le prochain Classé 18+, spécial Infiltration. The precision, the carnage, the vile injustice. They say when plotting your revenge, you should dig 2 graves. One for your enemy, and one for yourself. I can tell you right now, 2 just ain't gonna be enough. Who killed my daughter? I will stop at nothing to learn the truth. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. I have a message to those who stand in my way. Pray. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Tell them that God's gonna cut you down. Splinter Cell Conviction.
C'est bon, Mehdi, t'es prêt là? Moyen. Allez, t'inquiète. Vas-y, tout est prévu, hein, tout est calculé. T'es sûr? Ouais. La distance? La distance, c'est fait. J'ai été sur Google, ça marche, ça a eu la bonne distance. Ça va s'ouvrir? Le parachute, je l'ai testé moi-même. Allez, c'est parti. On a un budget à dépenser là. Un petit peu mal au bide. Bon, on est mieux là. Ouais, c'est clair, ouais. T'as pas sauté, hein. T'as eu les chocottes, quoi. T'as pas sauté. Le parachute, il était testé et tout, hein. C'était bon, c'était opérationnel, quoi. Voilà, on n'avait pas la moto, mais on avait le parachute, quoi. T'as pas assumé le truc jusqu'au bout, quoi. On avait la possibilité de faire une bonne cascade, quoi. D'en mettre plein la vue. Et tu l'as pas fait. On va regarder la critique de Métro 2033, alors. Hein. C'est même pas un vrai 18+. Non, c'est vrai, c'est 16+. Salaud, quoi. La critique. Il est communément admis que l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe de l'Ouest sont les 3 principales régions productrices et consommatrices de jeux vidéo. Pour autant, ce type de réflexion tend à minimiser l'apport en termes de création des pays situés à l'est du vieux continent. Ce vaste territoire regorge de talents dont le jeu vidéo profite pleinement depuis de nombreuses années. Ubisoft y a implanté un de ses studios, en Roumanie pour être précis, tout comme 2K qui développe la série Mafia en République tchèque. Dans un tout autre registre, on doit au studio ukrainien GSC l'excellent RTS Cossack et plus récemment Stalker, le FPS matiné de RPG baignant dans une ambiance post-apocalyptique des plus glauques. Metro 2033, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, n'est d'ailleurs pas sans rapport avec ce dernier titre. Un an avant la sortie de Stalker, 2 membres des équipes de GSC avaient en effet quitté leur nid pour aller construire le leur un peu plus loin. C'est ainsi que 4A Games est né. Ce studio ukrainien planche donc depuis plusieurs années maintenant sur Metro 2033, un jeu adapté d'un roman russe écrit par Dimitri Glukhovsky. Une plongée sombre et angoissante dans un monde où survivre est une lutte de chaque instant. Une vraie curiosité rafraîchissante au milieu des tonnes de FPS monotones auxquels nous avons régulièrement droit depuis quelques années. Nous sommes en 2033. La planète a été dévastée par une explosion nucléaire. Une grande partie de la population terrestre s'en trouve décimée. Les quelques survivants ont trouvé refuge dans les stations de métro, notamment celles qui peuplent les souterrains de Moscou. La faute aux radiations dont la nocivité extrême tue presque instantanément les têtes brûlées. Dans ce contexte difficile, vous incarnez Artyom, l'un des derniers humains nés à la surface. Suite à une série d'événements, le jeune homme va être amené à se balader dans les couloirs hostiles du métro, voire à affronter l'air meurtrier qui gangrène la planète. Vous l'aurez compris, Artyom revêt très vite le costume de sauveur de l'humanité et il lui faudra beaucoup de courage pour mener à bien sa quête. D'autant qu'il ne devra pas uniquement faire face aux monstres ultra résistants qui peuplent le métro moscovite. Des humains rôdent également à la recherche de passants à piller. Ouvrez donc grand les yeux car chaque être vivant peut s'avérer être une menace. Oubliez les Call of Duty, Medal of Honor et autres Battlefield. Avec Metro 2033, 4A Games a joué la carte de l'immersion et non de l'action. Comprenez par là que le but avoué des développeurs n'est pas de vous pousser à tirer sur tout ce qui bouge, mais de poser un background, des personnages, afin de vous faire vivre pleinement une aventure. Une aventure horrifique, serait-il bon de préciser. Les premiers choix ont donc été évidents. Pas d'indication visuelle à l'écran du type radar ou barre de santé. Seul le nombre de balles restantes concernant l'arme que vous utilisez s'affiche de temps à autre pour vous rappeler d'économiser vos munitions. Merde, on perd des hommes! Tout passe donc par le son, voire l'image selon les situations. En jouant avec les lumières, l'austérité et l'étroitesse des lieux, les développeurs parviennent à provoquer chez vous un sentiment de mal-être, d'incertitude latente. Le tout est renforcé par le peu de liberté dont vous disposez lors de vos déplacements. Le level design fait de couloirs successifs vous oppresse, à tel point que vous êtes finalement satisfait de remonter à la surface. Pourtant, ces moments sont également très délicats à gérer. Si la luminosité enlève une partie de l'angoisse qui peut vous envahir par instant, la raréfaction de l'air vous demande d'être attentif à un autre paramètre. Il faudra vous équiper de votre masque à oxygène et vérifier les réserves en permanence afin de changer de filtre si besoin est. Dans le cas contraire, c'est la mort assurée. D'autres petites idées de gameplay sympathiques parsèment le jeu, comme les LED de couleur permettant de savoir si vous êtes ou non caché par l'obscurité. Le menu affichant vos objectifs, que l'on doit éclairer lorsque la lumière vient à manquer, est une autre trouvaille qui ajoute à l'ambiance sombre du jeu. Toujours dans l'optique de vous mettre une pression importante, votre réserve de munitions est très limitée.
Chaque balle devra être utilisée avec soin. Certaines d'entre elles, les plus précieuses et puissantes, servent même de monnaie d'échange. Je t'y conduirai en échange d'une balle. En cas de situation délicate, vous pourriez donc être amené à sacrifier une partie de vos ressources financières pour éliminer les monstres les plus récalcitrants. 4A Games a donc choisi son camp, celui de l'originalité. Pas tant au niveau du scénario qu'au niveau de l'atmosphère instaurée au fil de l'aventure. Mais si certains aspects fonctionnent, d'autres sont nettement moins efficaces. Notamment tout ce qui est relatif à l'infiltration. Le jeu vous laisse en effet le choix entre vous jeter directement dans la gueule du loup ou tenter de la jouer fine. En optant pour cette dernière solution, il faudra éviter les pièges disséminés un peu partout dans les niveaux, faire attention à ne pas marcher sur des bris de verre, ou encore ne pas allumer sa lampe frontale pour ne pas alerter les gardes. Un système qui n'apporte pas grand-chose, tant l'IA des ennemis est à la masse. Il aurait clairement fallu que les adversaires soient plus réactifs pour que l'infiltration fonctionne. En ce qui concerne le bestiaire, on notera aussi un criant manque de variété, ce qui est également le cas pour les armes. Grâce à son ambiance sombre et inquiétante, à son background travaillé et à ses choix de game design audacieux, Metro 2033 se pose comme un titre intéressant, qui aurait pu prétendre à mieux s'il ne souffrait pas de quelques vilains défauts. Visuellement, 4A Games a par exemple réalisé un gros travail pour imprimer au jeu cette atmosphère âpre et glaciale, qui constitue l'un de ses points forts. En revanche, certaines textures, certains décors trahissent un manque évident de finition, qui a tendance à nuire fortement à l'aventure. On pourra également reprocher au jeu sa grande linéarité, due en partie à l'écriture même du scénario. Comment ouvrir les environnements et laisser plus de liberté aux joueurs alors que l'on souhaite jouer sur leur claustrophobie et sur un sentiment d'oppression. Mais plus que tout, c'est le rythme de l'aventure un brin lénifiant qui risque de repousser certains joueurs. Des longueurs handicapantes parsèment en effet l'aventure qui perd à cette occasion beaucoup de son intensité dramatique. Dommage. D'autant que certaines idées de mise en scène, qui dans l'ensemble restent très convenues, sont loin d'être ajoutées. Metro 2033 n'est certainement pas le FPS le plus marquant de ces 5 dernières années, mais il a au moins le mérite d'être différent. Acheté à prix fort, le jeu peut s'avérer décevant. Dans le cas contraire, l'expérience peut valoir le coup. T'es prêt, Mehdi, là? Ouais. Tu vas tout donner, c'est bon? Ouais. Ok, tu me rappelles le principe? Ok, t'as 2 véhicules en mouvement. Ouais. Moi, je suis sur l'un. Ouais. Le deuxième véhicule, je saute dessus. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Bon, c'est des chaises, parce qu'on n'a pas eu le budget pour les voitures. On l'aura bientôt. Donc c'est de l'entraînement, en fait. Ok? J'ai pas de casque? Non, t'as pas de casque. Rico, il a pas de casque. Ok. Bon, vas-y. 1, 2, 3, tombe! J'étais à ça, Thierry. J'étais à ça. T'as vu? C'est la vitesse. Ça allait trop vite. Moi, ce que j'ai vu, c'est la lamentation dans la caméra pendant 5 minutes ensuite. Franchement, quoi, t'es hyper douillet, quoi. Ouais, non, mais non, mais t'es tombé de 20 cm. C'est mon putain de genou, ça. C'est depuis. Depuis la guerre. Ouais. Ok. Bon, on va voir l'interview de Nier maintenant. Son destin est maculé de sang, sa voix tracée par la vengeance, ses rêves hantés par la trahison. Telles sont les 3 phrases d'accroche du prochain action RPG de Square Enix, développé par le studio de développement Cavia. Le jeu est d'ailleurs plus proche d'un beat'em all matiné de RPG, rappelant ainsi le passé très action du développeur qui a travaillé sur des licences aussi diverses que Resident Evil Darkside Chronicles, Naruto ou encore Dragon Ball. Mais on leur doit également le RPG PS2 Drakengard, alias Dragon Dragoon, dont la noirceur médiévale fantastique n'est pas sans rappeler celle de Nier. Le joueur incarne Nier, un guerrier vieillissant investi d'une mission, sauver sa fille infectée par le virus Black Scroll, au cœur d'un monde étrange et dévasté, infesté d'ombres angoissantes apparues de nulle part. Pour nous parler de cette production, annoncée pour la fin avril, nous avons rencontré son producteur, Saito Yosuke. ワールドワイドで有名っていう意味で言うと「ファイナルファンタジー」とか「ドラゴンクエスト」っていうロールプレイングゲームはあるんですけれども一番近いのはうちの中でもそのキングダムハーツっていうアクション性のあるそのストーリーもあってそのロールプレイングゲームっていう名前がついてるアクション RPG っていうジャンルがやっぱり一番合ってるジャンルかなと。 L'univers présenté est tout de même nettement plus gore, plus 18+, que celui de Kingdom Hearts.
もともとは実はそのレプリカントと日本でいうプレイステーション3版、それが実は世界的にもそこだけが違うんですけれども、お兄さんが不治の病にかかってしまった妹を助けるっていうストーリーのゲームでして、でなぜかというとどうしてもその日本のロールプレイングゲームってハンサムでスマートでこの痩せ細ったねキャラクターがモンスターを倒すってちょっと違和感あるよねっていう今回ニーヤを作っていくにあたってアメリカとかヨーロッパのスタッフと開発中からかなりミーティングをしていて、でその過程でやっぱりこのお兄ちゃんが妹を助けるよりはこういうごっついねお父さんが娘を助ける方がいくらゲームとはいえやっぱりリアリティを取ろうと思うと細い腕でねこういう大きい剣持つよりはこういうがっちりしたキャラクターのが主人公のゲームの方がいいんじゃないかっていうところから生まれて、ただやっぱり開発の現場のスタッフからはどうしてもお兄ちゃん版も形にしたいっていうオーダーがあったので、じゃあ日本のねユーザーはそれでもやっぱり例えば「ファイナルファンタジー」のキャラクターとかやっぱりかっこいいじゃないですか。ああいう路線のキャラクターもやっぱ受け入れられるマーケットだと思うので、じゃあ日本だけそういう形にしましょうっていうふうにしたのがニーヤゲシュタルトとレプリカントの違いですね。たくさん売れればヨーロッパでたくさん売れればレプリカントもぜひねヨーロッパで出したいなと思いますね。特にフランスは日本のアニメーションとか好きな方も結構いるっていう話なので、このお父さんキャラクターじゃないお兄さんの方のキャラクターも意外と合うかもしれないなっていう思いはあります。Évidemment, ces deux titres proposeront un gameplay similaire pour d'évidentes raisons logistiques et budgétaires. Ce dernier devrait être solide et ne pas se contenter de proposer l'approche frontale, habituellement privilégiée par les beat'em all. L'équipe derrière Nier est en effet plutôt expérimentée. もともとドラゴンチームっていうと元ナムコでエースコンバットとかを作っていたスタッフが結構多くて、ただ今回ニーヤを作るにあたってやっぱり勉強するっていう意味ではかなりゴッド・オブ・ウォーとか結構海外でやっぱヒットしているアクションゲームなんかを勉強して作ったっていう感じですね。Le développement de Nier n'a pas vraiment été des plus simples et son lancement international, le jeu étant disponible en même temps au Japon et en Occident, n'est pas étranger à ce fait. そうですね、やっぱりなんだかんだで3年ぐらい時間を使っているので、やっぱ途中で長だるみしている部分もあるには本当にあったので、ただやっぱり一番苦労したっていう2つ苦労した点はあって、1つはマルチプラットフォームっていう部分でニーヤに一番あったXBOX360、PS3 のやっぱコアのエンジンを作るっていうところにかなり時間を使ってしまったっていうことと、最後翻訳ですね。普段は日本語が完成した後に英語、フランス語、ドイツ語とかっていう形でローカライズするんですけど、今回は日本語を書きながらワールドワイドで同時発売だったので、フランス語も書いてドイツ語も書いてっていう形だったので、日本語ちょっと直すと全部の言語に影響があるので、トランスレーターの方からはいい加減にしてくださいっていうのを最後の最後まで言われてましたね。Rendez-vous dans un petit mois pour la critique de ce jeu dont l'univers aussi riche qu'original a débouché sur la production d'une série de 3 comics en collaboration avec les studios Wildstorm. Wow! Wow! C'est fou, c'est complètement fou! Bon, vas-y! Mais Mehdi, t'es en train de paniquer là, Mehdi. Tiens, Cyril. Bah alors, putain. C'est bon, on est sur fond vert, t'inquiète. Tu risques rien. Ouais, bah j'aimerais bien t'y voir sur la table verte, toi aussi. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. On va retourner à la cave. Bon, tu termines tes émotions? Ouais, c'est bon, j'ai changé de sous-vêtements. Ok, bon, je crois que c'était nécessaire un petit peu. Bon, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. C'est vraiment nos minutes zen, je pense que tu vas en avoir besoin. Ouais. Et là, j'ai choisi un jeu genre spécialement pour toi. Donc c'est justement, c'est lié à la notion d'équilibre. Tu as une espèce de bol d'eau. À l'intérieur du bol d'eau, tu as une sorte de petit support. Tu places des formes géométriques sur le petit support avec la Wiimote. Et il faut tout faire tenir en équilibre. S'il y a une pièce qui tombe dans l'eau, t'as perdu. Bien. C'est super classe, vous allez voir ça tout de suite. Tout est question d'équilibre en fait. Avec Art of Balance, le studio allemand Shinon Multimedia poursuit son exploration des sphères zen après leur production DS, Zen 6 Ocean et Zen 6 Rainforest, explicitement destinées aux jeunes femmes stressées.
Également connu pour avoir produit plus de 200 BO de jeux pour les portables Nintendo depuis 1999, le studio se consacre désormais au WiiWare avec des titres tels que Fun Fun Mini Golf et Jet Rocket en cours de développement. Art of Balance propose un concept aussi limpide que son contexte. Une table en bois, des orchidées ou des bambous, un bol rempli d'eau, un support fixe et des pièces de formes diverses et variées que l'on doit poser en équilibre sur ce support sans qu'elles tombent à l'eau. Il sera bien sûr possible de faire tourner les pièces façon Tetris. Doté d'un moteur physique réaliste, le jeu met à profit la Wiimote et l'adresse du ou des joueurs puisqu'il peut se jouer en coop. Une option très sympa, le second joueur rentrant dans la partie quand il veut, permettant de poser 2 pièces en même temps, ce qui peut faciliter l'équilibrage de la structure créée. Un mode versus en split screen est également proposé. Chaque joueur doit alors parvenir à maintenir en équilibre ses pièces avant son adversaire. Ah ouais, c'est comme Badaboom en fait, là, le jeu avec les bouts de bois qu'on met et puis ça tombe et... Ok, merci Alex. La mise en scène de Art of Balance, à base de petits zooms dans l'image, est plutôt classe. Bercés par la bande-son lounge, les joueurs se retrouvent très vite confrontés à des challenges spéciaux plutôt relevés. Le support fixe pourra ainsi laisser place à une tranche de poisson cru, flottant au milieu du bol d'eau. Si vous répartissez mal le poids de vos pièces, hop, le sashimi prend l'eau aussitôt. Le temps pourra également être limité, ou il sera nécessaire d'empiler ces pièces afin d'atteindre une hauteur requise. Rapidement, certaines des pièces elles-mêmes deviennent friables et ne peuvent plus supporter qu'un poids limité. D'autres encore explosant à partir d'un certain temps. Disponible depuis peu pour 808 points, Art of Balance se présente comme une production soignée, à la maniabilité agréable, dotée d'une durée de vie tout à fait correcte, grâce à sa centaine de puzzles disséminés dans 4 mondes distincts à débloquer. Carros éclaboussure. Et Mehdi, pourquoi je fais la cascade? Parce que j'ai pas envie de la faire. Mais j'aime pas les hélicos moi non plus, hein. Ah bah c'est comme ça. J'entends rien, crie plus fort. C'est comme ça. Ouais, qu'est-ce que je fais? Tu t'agrippes pas l'hélico, tu le détournes. J'ai pas d'arme. Rico Rodriguez, il a pas d'arme. C'est pas vrai, il est toujours... Allez, go. Franchement, le dernier plateau a chié quoi. Une idée pourrave. L'hélico. Ouais, l'hélico, le ventilo dans les cheveux, tout ça, une catastrophe quoi. Je me suis ridiculisé. Ouais, exactement. C'était ton idée. Ouais. Et ben maintenant, tu sais ce que ça fait. Ah ouais, c'est une vengeance en fait. Exactement. Attends, la prochaine Splinter Cell, la spéciale, tu vas morfler. Oh putain, tu vas morfler grave. Tout de suite, Just Cause 2 l'interview. Oh putain, tu vas morfler. San Esperito. Another piece of the regime that has to be toppled. Initiée en 2006 par le studio suédois Avalanche, la série Just Cause reposait sur 2 principes de jeu très simples. Proposer une map immense et un gameplay explosif porté sur l'action. Résultat, le pari fut à moitié tenu par les équipes d'Avalanche. Si l'étendue de l'aire de jeu était impressionnante et la densité de l'action au rendez-vous, Just Cause souffrait d'une somme conséquente d'approximation. Soucis de maniabilité, objectifs de mission redondants, décors peu variés, un manque de finition qui aura finalement coûté au jeu une meilleure réputation. Qu'importe, Avalanche a de suite enchaîné avec le développement du 2e épisode. Un peu plus de 3 ans plus tard, voici donc Just Cause 2. Un titre qui bénéficie de l'expérience du studio, qui a beaucoup appris de ses erreurs sur le premier épisode, sorti très tôt dans le cycle de vie de la 360. The first game was developed in parallel to the engine, and of course that engine was primarily designed for last generation consoles. So this time around we really had the freedom of working with this current generation of consoles in mind. So what we ended up doing is basically redoing the whole engine. I think there are some terrain rendering and maybe some streaming technology still remaining from the first game, but apart from that we've redone everything. And that's true for the content as well. We've redone everything. And I think as designers we learned a lot of how to design a game in this huge game world that we have. So we learn a lot of lessons from that. So to make sure that the game world is filled with stuff for you to do and give the player a lot more freedom to sort of work out his own way through the game. Because otherwise it just becomes like a normal game and more transportation between the missions. So that's something that we wanted to avoid this time around.
La première décision audacieuse du studio suédois fut de conserver le héros du premier épisode, Rico Rodriguez. Est-ce que quelqu'un a un problème avec l'oncle Sam? Critiqué pour son évident manque de charisme, le personnage est pourtant de retour dans ses nouvelles aventures. Son profil a toutefois été modifié pour répondre aux critiques. We wanted to keep him, but we also wanted him to change a little bit, because in the first game he sort of looked a bit like a secret agent, and that's not really what he's about, so we wanted him to have a more rugged look this time around, to sort of reflect that he's really not the stealthy secret agent, because, you know, he's more loud and tends to destroy stuff wherever he goes, so we wanted his sort of appearance to reflect that a little bit. L'un des principaux défauts du premier épisode tenait à son apparence visuelle peu en accord avec la puissance de la 360. Et pour cause, le jeu ayant principalement été développé pour la génération de consoles précédentes. Just Cause 2 bénéficie donc d'un tout autre moteur de jeu, qui a ouvert de nombreuses possibilités aux développeurs. Yeah, I mean, the engine is really cool. It actually started off with like just the ideas of two brothers that actually were involved in founding Avalanche Studios. So it's based on sort of procedurally generating this game world, but it uses the same algorithms all the time, so it actually looks exactly the same all the time, so we can be in complete control exactly how it looks, but we don't have to place each individual tree in the game world. So that allows us to sort of make really big game worlds. And we constantly develop our engine, of course. So from the first game, we now added several different climate zones. So there's a lot more variety in the game world. We have Arctic climate zones, desert, jungles, beaches, even metropolitan climate zones. And of course, you can move between them without any interruption for loading. And that gives a really nice and liberating feeling to the player. So there are no limits to where you can go at any time, and there's no loading, so you can just grab a plane and fly from one end of the world to the other. I think it's really important for each game in this genre to really sort of find its own atmosphere, to find its own flavor and identity. And with Just Cause 2, I think we sort of we're a lot more playful. We're focusing a lot on the fun aspect of the game, not really too fussed about the realism. And I think that's important, because I think we really try to inject a good sense of fun into the genre, and I think that's sort of well needed in a way. So that's, I think, where we have found our identity. So it's a little bit insane, but it gives you a lot more freedom as a player to play around. Évidemment, développer une aire de jeu aussi grande implique certains sacrifices. Cela concerne notamment le multijoueur qui a été abandonné. When you finish a game, there's always stuff like that. We have, of course, I guess the most obvious one is multiplayer, that we sort of ditched quite early on, that we just felt that it was more important to really focus on the core single-player experience, because we needed to get that the best that we could do, because if we don't have that, then there's no really use to build. We have nothing to build on for the multiplayer game. So I guess that was probably the most important thing but of course there's a lot of small details that you just can't put in there, and I think one of the cool thing about the sort of franchise, the Just Cause franchise, is that it gives us a lot of freedom to come up with a bunch of really fun and sort of insane ideas that we can use in the game. So we have a long list of stuff that just waiting to be done. De manière assez étonnante, Just Cause 2 s'est distingué avant sa sortie par le fait que la version PC ne supporte pas Windows XP. Un choix qui a interpellé voire scandalisé certains joueurs, mais qui trouve bien évidemment une explication. To be honest, I wasn't involved in that decision, but it was really, so I'm not entirely sure, but the engine that we have is really taking advantage of a lot of the stuff that we that simply isn't available on the XP, so on that direct 3D version. So that's probably the most important reason why that decision was made. Après avoir laissé la parole aux développeurs, il est temps de voir avec la critique si, comme Peter Johansson le laisse entendre, Avalanche a retenu les leçons du passé.
Bon alors Mehdi, c'est quoi le concept là avec le Alors câble? c'est simple, tu sais que dans Just Cause 2, t'as un grappin. Ouais. Ok. Et t'as possibilité d'aller agripper une personne avec soldats, une autre personne et paf. Ah, c'est vrai, ouais, tu peux faire ça dans le jeu. les assommes. Ouais. Voilà. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Ouais, je suis curieux là. Eh ben, ça donne ça. Oh, tu l'as cherché celle-là. Ah, quand même quoi, c'était quoi cette idée avec la main, etc. C'était hyper gêné quoi. C'est comment on va faire maintenant. Moi je travaille avec elle tous les jours. Hein. Mais dans le jeu, ils auraient pu faire ça aussi, c'est bien. Oui, ils auraient pu quoi, si t'avais fait le jeu. Ouais. Puis ça aurait fait un showtime après. Ça aurait pu être le même jeu du tout. Ouais, ça aurait été que des filles et puis les grappins, c'est plutôt des Bon, tout de suite, la critique de Just Cause 2. Le premier Just Cause, sorti en 2006 sur 360, Xbox 1, PS2 et PC, avait autant marqué que déçu. Doté d'un vaste terrain de jeu dont les limites se perdaient au-delà d'un horizon saisissant que l'on pouvait apercevoir via des séquences de chute libre plutôt bluffantes, le jeu d'action open world des studios Avalanche se noyait dans un trop-plein de liberté. Une liberté amputée par une maniabilité bancale et un set de missions limité. Cette suite, chassant toujours sur les terres de GTA et de la série Mercenaries de feu pandémique, si elle ne parvient pas à résoudre tous ces problèmes, affiche un potentiel de destruction et une richesse revue à la hausse. Un jeu généreux donc, qui a su développer quelques-unes des qualités essentielles de son prédécesseur, telles que son aire de jeu colossal, désormais truffé de missions, ainsi qu'un grappin multifonction devenu le couteau suisse et le symbole d'un gameplay ouvert, encourageant les expériences et les tentatives les plus folles. Just Cause 2 propose également un nouveau terrain de jeu, la République de Panao, qui vient remplacer l'île de San Esperito, tout en conservant son emblématique et décontracté personnage principal, Rico Rodriguez. Sacré matos pour une île aussi petite. Dans le premier Just Cause, Rico était accompagné de deux personnages, Tom Sheldon, son mentor, et Maria Kane, une ex-petite amie partageant quelques points communs avec la Chloé Fraser de Uncharted 2. Dans cette nouvelle aventure, l'agent de la CIA est envoyé sur les îles de Panao pour retrouver Sheldon, son ancien chef, son ami, et l'éliminer. Briefé par Kane à son arrivée en hélicoptère, il apprend que ce dernier a disparu avec plusieurs millions en cash appartenant à l'agence, plus quelques dossiers top secrets, et aurait potentiellement changé de camp. Sa disparition coïncide en effet avec un changement de régime pour le moins radical, l'ancien président ayant été assassiné par son fils, Baby Panay, qui a rompu toute relation diplomatique avec les US pour tenter d'imposer par la force son régime. Oui. En atterrissant sur l'île, Rico, alias Scorpion pour les intimes, se trouve rapidement confronté à trois factions rivales. Les Reapers, présentés comme les fils spirituels du Che. Je suis à la tête de l'armée révolutionnaire connue sous le nom de Reaper. Les Rothschilds, un gang urbain typé mafiosi. Et les Hular Boys, des illuminés du genre radicaux. Chef des Hular Boys. Rico devra travailler pour chacune de ces factions afin de réunir des informations sur Sheldon et faire avancer le scénario. Mais afin de débloquer de nouvelles missions, il devra titiller le régime en place en faisant péter tout un tas d'installations militaires dispersées un peu partout sur les îles de Panao pour ainsi augmenter une jauge de chaos. Le maître mot est lâché, chaos. L'essentiel du jeu consistera donc, et en toute simplicité, à tout faire péter. C'est là qu'il gagne sa vie. Ouais, ben c'est pas en mourant qu'il se fera du blé. Just Cause 2 propose ce qu'on pourrait appeler une dynamique GTA assumée. Les GTA de Rockstar ont toujours proposé des villes bac à sable susceptibles de laisser le joueur se défouler en déclenchant le niveau d'alerte maximal. Ils tiraient dans le tas, faisaient exploser quelques voitures de flics ou traversaient une zone fermée pour voir débarquer l'armée au grand complet. Le jeu consistait ensuite à tenter de survivre le plus longtemps possible. Mais ça ne faisait guère avancer le scénario. Dans Just Cause 2, vous devez tout faire péter. Et ce, afin de faire monter une jauge de chaos qui ouvrira ensuite tout un tas de missions. 650 km² d'îles, de plages, de montagnes, de déserts, de zones urbaines, de bases militaires, de jungles sont ainsi accessibles par le biais d'une multitude de moyens de transport afin d'être ravagés. Autant dire que l'instinct destructeur du joueur est ici non pas titillé, mais encouragé. Que ce soit au sol, sur l'eau ou dans les airs, Rico aura l'occasion de faire parler les armes et exécuter tout un tas de cascades plus spectaculaires les unes que les autres.
Il pourra par exemple voler une voiture ou n'importe quel véhicule en expulsant brutalement son propriétaire à l'aide de QTE. Ceci fait, il aura le loisir de piloter le véhicule emprunté ou de se jucher dessus afin de tirer dans le tas, de tourner autour comme un cascadeur professionnel, d'activer son parachute ou de sauter sur un autre véhicule. Mais l'une des mécaniques essentielles au gameplay de Just Cause 2 est liée au grappin. Il fonctionne comme le grappin de Bionic Commando mais dans un monde ouvert, alors que le titre Capcom limitait grandement le joueur dans ses déplacements. Vous pourrez donc vous en servir pour vous accrocher un peu partout et exécuter un panel d'actions considérable. Comme agripper un garde situé en haut d'un mirador pour le faire basculer dans le vide, relier deux véhicules ensemble afin que l'un tracte l'autre, grimper sur la façade d'un immeuble ou d'une montagne tel Spider-Man, s'accrocher à un hélicoptère ou à n'importe quel véhicule pour en prendre le contrôle. Les possibilités sont quasi illimitées et le joueur est libre d'essayer toutes sortes de choses. C'est d'ailleurs là où se situe la grande force de Just Cause 2. Non seulement le joueur est libre de se balader où il veut, mais en plus, il peut aborder ses raids de destruction comme bon lui semble, en mettant à profit toutes les armes, véhicules et gadgets qui lui sont proposés. L'idée étant bien sûr de tenter des trucs complètement fous. La version PS3 du jeu intègre d'ailleurs la possibilité d'enregistrer des vidéos pour ensuite les uploader directement sur YouTube. Les missions scénarisées des différentes factions sont quant à elles un peu plus dirigistes, ce qui est logique et bienvenu. Il faudra par exemple accompagner et protéger une escouade de révolutionnaires afin qu'ils s'emparent d'un point stratégique ou au contraire infiltrer une base en solo pour en saboter certaines installations. D'autres missions apparaissent également sur la carte, telles que des courses. La plupart des bases militaires comprennent également un général à éliminer ainsi que des soldats d'élite. Chaque action du joueur sera comptabilisée et apparaîtra sur un tableau de stats au moins aussi riche que dans un GTA. Enfin, pour éviter de passer 10 minutes à bord d'un avion pour traverser toute la carte, il sera possible de faire appel à son contact du marché noir pour se faire transporter. Ce marché noir permet également au joueur de se faire livrer des armes et des véhicules qui seront débloqués au fil de sa progression. Et merci, mec. À une balle près, je pouvais dire adieu à la vie. Oh, te réjouis pas trop. À moins que tu m'amènes à Sheldon. Just Cause 2 est un jeu généreux. Généreux de par sa taille, sa richesse, sa variété et son gameplay. Ce dernier n'est cependant pas exempt de défauts. Rico se déplace toujours comme s'il avait une envie pressante et on s'attend à tout moment à le voir disparaître dans un buisson pour qu'il puisse enfin se soulager. Les sauts en particulier sont ridicules et on préférera vite se déplacer à l'aide du grappin, histoire de ne pas chémifier ce pauvre Rico. La richesse du jeu entraîne également quelques dommages collatéraux, comme la disparition du mode multijoueur initialement prévu et la présence de nombreux bugs. Les bugs de visée, en particulier, s'avèrent agaçants. Le scénario est sans intérêt aucun et les doublages français tout simplement abominables. Voilà pour les défauts, vous êtes prévenus. La répétitivité généralement inhérente à ce type de jeu est ici diminuée par le nombre de missions proposées, la variété des environnements et la richesse du gameplay tout court. Le nombre de véhicules et les interactions possibles liées en particulier à l'usage du grappin poussent le joueur à tenter des trucs de fou. Et rapidement, l'idée n'est plus de tout détruire, mais de tout détruire avec classe et originalité. Just Cause 2 est typiquement le type de jeu dont on aime discuter avec des potes, histoire de voir ce qu'ils ont fait ou découvert. Des petites surprises attendent ainsi le joueur, comme la présence de l'île de Lost. Enfin, visuellement, le titre des studios Avalanche est impressionnant. On ne se lasse pas de survoler les îles de Panao à bord d'un avion ou de les admirer tranquillement pendus à son parachute. Just Cause 2 pêche sans doute par manque de charisme, n'est pas GTA 4 qui veut, mais il se rattrape en assumant avec largesse et maestria son côté défouloir. Alors accroche-toi. Qu'est-ce que tu fous, imbécile? Et voilà, classé 18+, c'est terminé. Bon, alors, désolé pour tous ces plateaux bien pourraves, on n'avait juste pas le budget. Hein, on n'a pas de sous, qu'est-ce que tu veux faire? Abonnez-vous, on fera des purs plateaux, des petites productions hollywoodiennes, là, c'est parti. Ouais, carrément. En attendant, quand est-ce qu'on les revoit? Rendez-vous dans 15 jours, et pour une spéciale Splinter Cell, tu vois, celle où tu vas morfler. On aura également le retour de Showtime, donc là il faut quand même que tu choisisses le jeu. T'inquiète. Et ça va tout dépoter, quoi. Dans 15 jours, classé 18+. Ciao. Sans déconner. T'es en train de défoncer les boîtes aux lettres. On a déjà des problèmes avec le voisinage. Tu me dis quand t'es à peu près stable. Hein. Ouais.
C'est chaud là, tu arrives Non, mais c'est grand, c'est pour ça. Mais je vais m'en sortir. Regarde les canards, ils filment.